Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h de ce samedi 12 janvier. Voici les titres. Le port autonome d'Abidjan a réalisé en 2018 un trafic global prévisionnel de plus de 24 millions de tonnes, soit une hausse de 6% comparé au trafic de 2017. Son chiffre d'affaires, également haut, s'élève à 86 milliards de francs CFA. C'est le bilan fait par le directeur général du port, Incier. 164 députés ivoiriens sont en conclave à Grand Bassam pour réfléchir sur la création d'un groupe parlementaire RHDP. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a présidé les travaux. Il envisage une très bonne collaboration entre le gouvernement et ce groupe parlementaire en gestation. La destruction d'une concession située au quartier France, zone commerciale de Grand Bassam, ville historique classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, a suscité la réaction du gouvernement. Pour s'imprégner de la situation, le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Mandaman, s'est rendu sur le terrain. Les Gabonais ont un nouveau Premier ministre depuis ce samedi 12 janvier. Il s'agit de Julien Kogué Bekale. Il occupait jusqu'alors les fonctions de ministre du Travail et de l'Emploi. Il remplace Emmanuel Issosé Onkonde qui devient médiateur de la République. Soyez la bienvenue sur RTI 1. C'est l'un des pionniers de la musique ivoirienne. Il vient de célébrer ses noces de vermeil, 45 ans de carrière musicale. L'homme à la voix d'or, Baïs Pinto, est notre invité de la page culture de ce samedi. Le rossignol, comme l'appellent certains, nous fera revivre les moments forts de sa carrière, de cet album sur le marché. Ces tubes traversent le temps, entre autres Taxi Sougnon, Boli Florence, Gamo Gamo font rêver les mélomanes de tous âges. Bienvenue, Baïs Pinto, sur notre plateau. Merci à vous. Alors, je disais tantôt, vous avez à votre actif 17 albums réalisés en 45 ans de carrière musicale. Alors, ces noces de vermeil que vous venez de célébrer représentent quoi pour vous? Ça représente beaucoup pour moi. Ça représente une vie. Ça représente, en tout cas, ça représente beaucoup pour mon... Une bonne partie de votre vie. Une bonne partie de ma vie. Ça représente beaucoup de sensibilité. Ça représente... beaucoup de bonnes choses. Beaucoup de bonnes choses. Que j'ai traversées. Ça représente aussi beaucoup de on peut le dire, hein, beaucoup de d'écueils aussi, non? Oui, beaucoup. Et on va en parler, ce sera dans la page culture. Justement. On va se retrouver dans une trentaine de minutes. Merci. À tout à l'heure, Baïs Pinto. Merci beaucoup. Nous partons pour Grand Bassam, où le CPC fait la promotion du nouveau code d'investissement. Selon le Centre de promotion de l'investissement en Côte d'Ivoire, ce nouveau code devrait favoriser l'entrepreneuriat national. C'est un outil qui va servir aux entrepreneurs nationaux, notamment aux jeunes, de pouvoir monter le projet. Ce code permet une participation des nationaux dans le capital des entreprises, comme nous l'explique Cheikh Koné. Au cours de cette rencontre, il s'est agi pour chaque participant, aussi bien de l'administration publique que privée, de prendre connaissance des nouveaux outils contenus dans le nouveau Code d'investissement 2018. L'objectif de ce nouveau code, c'est principalement de l'adapter aux priorités définies par le PND, à savoir le secteur de l'agro-industrie, le secteur de la santé, qui sont des éléments prioritaires. Il permet une participation de nationaux dans le capital, une participation de nationaux dans l'entrepreneuriat. Il permet aussi de pouvoir développer des PME. Ce nouveau code d'investissement, qui est la copie révisée de celui de 2012, apporte des innovations majeures en capitalisant les acquis du code de 2012. Au nombre de ces avancées, un renforcement des avantages aux entreprises en phase d'investissement avec une exonération totale des droits de douane ainsi que la suspension de la TVA. Ensuite, ce nouveau code prévoit une catégorisation des investissements ainsi qu'un traitement plus favorable à l'égard des PME. Autre innovation dans ce nouveau code, c'est l'obligation faite à l'Agence de promotion de l'investissement, le CPC, de mettre en place un mécanisme de suivi des entreprises agréées, ainsi que le contrôle de la dépense fiscale. Le code d'investissement, c'est un outil de gouvernance économique. C'est un outil qui permet donc de compléter l'arsenal pour attirer les investisseurs, faciliter la vie à l'investisseur et surtout permettre à l'investisseur de rentabiliser son affaire. Parce que c'est quand même des impôts que l'État délibérément décide de ne pas encaisser et de le donner à l'investisseur. En 5 années d'application, le code d'investissement adopté en 2012 a permis de réaliser de bonnes performances, création de 38 680 emplois permanents, l'agrément de 1196 entreprises pour un volume d'investissement de 3 451 milliards de francs CFA.
Cependant, ce code avait des insuffisances, notamment la faible participation des nationaux à la création de richesses et la multiplicité des interlocuteurs des promoteurs d'entreprises. Et je l'annonçais dans les titres, le port autonome d'Abidjan a réalisé en 2018 un trafic global prévisionnel de plus de 24 millions de tonnes, soit une hausse de 6% comparé au trafic de 2017. Et son chiffre d'affaires, également en hausse, s'élève à 86 milliards de francs CFA en 2018. C'est le bilan fait par le directeur général du port autonome d'Abidjan, INSIE. Jean-Luc Bango pour le reportage. 2018 aura été une année particulièrement fructueuse pour le port autonome d'Abidjan. La société a notamment réalisé au cours de l'exercice précédent un trafic global de 24,155 millions de tonnes, ce qui représente une hausse de 6% par rapport à 2017. Cette croissance s'explique par le dynamisme de notre économie nationale, avec un trafic global, import en hausse de 13,7% et export en hausse de 12,5%. Le chiffre d'affaires prévisionnel est en croissance de 2%, pour s'établir à 87 milliards de francs CFA, avec 52% pour la part des redévances marchandises. Au titre de la réhabilitation et de la modernisation des infrastructures portuaires, les travaux, selon le directeur général, avancent conformément au chronogramme établi. Les infrastructures terminales rouliers sont terminées à 100%. Les quais terminales rouliers sont en exploitation. Et courant juin-juillet 2019, les aménagements seront faits. Le terminal roulier devra être inauguré, je pense, au plus tard en août 2019. Les travaux du terminal céréalier commenceront en avril 2019 pour une durée de 1 an 6 mois. La recherche de financement est en cours pour la construction et la modernisation du terminal minéralier. Les travaux du deuxième terminal à conteneurs sont en cours et seront achevés en juin 2020. Le port pourra alors traiter 2 500 000 boîtes TEU au lieu de 1 million actuellement. Parallèlement à ces grands chantiers d'un coût total de 1015 milliards de francs CFA, un vaste programme de réhabilitation des voiries de la zone industrielle a été entrepris. Sans compter l'acquisition d'équipements et de matériel qui devront supporter l'évolution des trafics induits par ces importants projets d'infrastructure. Considéré comme un des poumons de l'économie ivoirienne, le port autonome d'Abidjan compte aujourd'hui 1449 agents. Et on ouvre le chapitre politique de ce 20h à Grand-Bassam, où 164 députés ivoiriens sont en conclave. Ils réfléchissent à la création d'un groupe parlementaire RHDP. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a présidé les travaux. Il envisage une très bonne collaboration entre le gouvernement et ce groupe parlementaire en gestation. On fait le point avec Michel Digré. Ils sont 164 députés du Parlement ivoirien. Ils sont issus de différents partis politiques. D'autres sont indépendants. Ces députés ont décidé de fédérer leurs énergies pour la création d'un nouveau groupe parlementaire dénommé RHDP. Un groupe parlementaire conforme aux idéaux du parti unifié. Le RHDP, en effet, se veut être le creuset du rassemblement de tous les fils et filles de ce pays qui entendent faire de la pensée politique de Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, la boussole de leur action politique, et tenir cet idéal comme un gouvernail pour aider notre pays à quitter définitivement les flots houleux de la division. Le ministre auprès du président de la République chargé des affaires politiques donne les enjeux de la création de ce groupe parlementaire. La création de ce groupe obéit à la logique de cohésion. Il s'agit de mettre fin au clivage lié à la mise en place de plusieurs groupes parlementaires, de renforcer et de resserrer les rangs de tous ceux qui croient aux valeurs et à la philosophie oufouettiste. Les défis qui nous attendent sont nombreux, mes chers amis. Les attentes sont fortes. Pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, cet atelier qui trace les sillons du nouveau groupe parlementaire est un pas important pour le RHDP. Votre séminaire constitue un acte politique majeur, un acte qui arrive à point nommé. C'est un acte fort parce que vous avez pour beaucoup été élu RHDP. On vous a divisé après. Le on, vous le connaissez. Et vous avez décidé maintenant de vous unir
Et la force de cette union a conduit les autres députés qui avaient gagné en indépendant à dire que tant qu'il s'agit de rassembler les Ivoiriennes et les Ivoiriens, que ce projet est un projet auquel ils adhèrent. Le Premier ministre envisage une synergie d'action entre le gouvernement et le groupe parlementaire RHDP qui sera créé. En ma qualité de chef du gouvernement, je voudrais également insister sur la nécessité d'une collaboration entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Bien sûr, chaque institution devra jouer son rôle constitutionnel. Mais vous, députés donc RHDP, représentant donc notre majorité politique à l'Assemblée nationale, je dois vous dire que nous devons renforcer de manière encore plus efficace la coordination nécessaire entre les actions du gouvernement et les actions du groupe parlementaire RHDP. Sur les 253 députés de l'hémicycle, Amadou Gon Coulibaly souhaite l'adhésion d'au moins 200 députés au futur groupe parlementaire RHDP d'ici au 26 janvier prochain. Et en prélude au congrès constitutif du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix prévu le samedi 26 janvier prochain, Louis-André Dakouri-Tablé, président du pré-congrès pour la région de la Nawa, était à Soubré pour échanger avec les militants du RHDP sur l'importance de cette rencontre. On en sait plus avec notre reporter Astou Touré. Ils ont répondu massivement à l'appel de l'envoyé de la direction. Les militants du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix de la région de la Nawa se sont rassemblés autour de Louis-André Dakouri-Tablé, président du pré-congrès pour la région de la Nawa. Dakouri-Tablé a invité les partisans du RHDP à s'approprier le projet politique du parti en vue d'un RHDP fort et concurrent. Le RHDP, son objectif, c'est de faire en sorte que le pays soit stable, donc faire l'union des partis. Aujourd'hui, personne ne veut vraiment de déstabilisation. Et nous savons tous que le RHDP, dans ses composantes les plus souhaitées, est garant de la stabilité en Côte d'Ivoire. Le président du pré-congrès pour la région de la Nawa a par ailleurs ajouté que le congrès du 26 janvier permettra aux militants de s'exprimer sur différents textes qui vont régir le fonctionnement du parti unifié. Ce rassemblement est également une opportunité pour les militants de la région de démontrer leur attachement au RHDP. Les militants venus de toutes les localités de la région de la Nawa entendent effectuer massivement le déplacement en vue de relever le défi de la mobilisation le 26 janvier prochain. Et quelles sont les raisons de création du mouvement PDCI Renaissance? Quels sont ses objectifs, sa vision et surtout son positionnement dans le contexte politique actuel de la Côte d'Ivoire? Voilà autant de motivations du déjeuner d'échange organisé récemment par l'inspecteur général d'État Théophile Awa Ndoli, qui est l'un des leaders du PDCI Renaissance. Le reportage de Mahama Traoré. Militer pour l'union de tous les partis qui se revendiquent de l'idéologie oufouettiste. Une union ayant pour socle le RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Telle est la mission que s'est fixé le mouvement PDCI Renaissance. Créé le 23 décembre dernier, ce mouvement se dit favorable au retour du dialogue entre le PDCI RDA et le RHDP, parti unifié. Continuer le dialogue, car comme le dit Félix Houphouët-Boigny, le dialogue est l'âme des forts et non des faibles. C'est l'âme de ceux qui font passer les problèmes généraux avant les problèmes particuliers, avant les questions d'amour propre. Nous prendrons certes encore des coups, mais nous avons foi en l'avenir et nous croyons que nous serons compris. C'est, selon nous, le prix à payer pour éviter de prochaines crises en Côte d'Ivoire. Prenant part à cette rencontre d'échange, le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, se dit prêt à soutenir le mouvement PDCI Renaissance dans l'accomplissement de sa mission. Au-delà des batailles intérieures, c'est de savoir qu'est-ce qui est bon pour le pays. C'est ça d'abord, avant les individus. Ce n'est pas ça qui est essentiel. Si vous avez la stabilité qui est la branche dans laquelle la Côte d'Ivoire est assise, sur laquelle nous sommes tous assis, elle tient le coup, tout le reste va pouvoir aller. S'il y a la paix et s'il y a la concertation des enfants, qui a permis de faire ce qu'on a fait en 8 ans, on ira beaucoup plus loin. Daniel Kablan-Duncan a également indiqué que le mouvement PDCI Renaissance entend prendre part au congrès constitutif du RHDP, parti unifié,
annoncée pour le 26 janvier prochain. Les jeunes du département de Toumoudi viennent de produire une déclaration relative à la prise de décision du vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan, position relative à la promotion des idéaux de paix, de tolérance et de dialogue. Que disent donc ces jeunes de Toumoudi? Élément de réponse dans ce reportage de Kwame Jean de Dieu. Les jeunes du département de Toumoudi, de tous bords politiques, soutiennent le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan. Selon leur porte-parole, le message du vice-président de la République de Côte d'Ivoire du 23 décembre dernier s'inscrit dans leur vision. Les jeunes de Toumoudi, les femmes de Toumoudi, région d'accueil et de brassage, remercient donc son Excellence Daniel Kablan-Duncan pour son initiative opportune, le félicite pour son leadership et l'encourage dans sa quête inlassable de rassemblement des Ivoiriens. Ils lui apportent leur soutien indéfectible pour la promotion des idéaux de paix, de dialogue, de tolérance et d'union conformes aux valeurs de l'oufoutisme. Pour les jeunes du département de Toumoudi, la paix, la cohésion sociale et le développement constituent la finalité de leur action politique. Le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, a reçu la presse nationale et internationale à un déjeuner à sa résidence privée de Daoukro. Une rencontre au cours de laquelle le président Henri Konan Bédié a salué la bonne collaboration entre les acteurs de la presse et son parti, le PDCI. Il a aussi souligné l'importance des médias et de la communication dans la vie politique de la nation. On en sait plus avec notre reporter Konaté Moussa. La presse nationale et internationale conviée à Daoukro, chez Henri Konan Bédié. Un déjeuner offert aux journalistes à la faveur du Nouvel An. Le président du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, salue le rôle important des médias et de la communication dans la vie politique ivoirienne. Vous savez autant que moi qu'il n'y a pas de vie politique sans opinion politique et pas d'opinion politique sans communication. Il en découle que votre mission est noble, car elle est au service de l'état de droit et de la démocratie. En votre qualité d'homme de médias, témoin de l'histoire de notre pays, vous devez contribuer inlassablement au maintien d'une paix durable et définitive en Côte d'Ivoire par vos actions et activités de communication. Une cérémonie qui a permis de resserrer les liens entre la presse et le plus vieux parti de Côte d'Ivoire. Et on refait ainsi le chapitre politique de ce 20h. On s'intéresse maintenant à l'AFOR, l'agence foncière rurale en charge de la politique foncière à l'échelle nationale, qui a désormais un nouveau mode opératoire et un modèle économique conséquent. Les participants à la validation de cette étude lui ont donné l'onction nécessaire pour son exploitation, toutes choses qui permettront d'accélérer et de massifier la délivrance des certificats fonciers. Noël Nyagno. Le foncier rural, c'est 23 millions d'hectares à identifier d'ici à 2023. Cela conformément à la nouvelle période probatoire de 10 ans obtenue auprès des législateurs en 2013. Or, l'AFOR, l'agence foncière rurale en charge de la mise en œuvre de la politique foncière à l'échelle nationale, n'est opérationnelle que depuis juillet 2018. Voilà qui explique la révision des modes opératoires et du modèle économique de la sécurisation foncière. Un mode opératoire qui garantisse, qui est simple, qui est compréhensible, qui est accessible à tous ceux qui auront besoin de sécuriser leur espace rural. C'est de faire en sorte que lorsque nous arrivons sur un territoire de village, nous assurons la sécurisation de l'ensemble des terres. Cela conduit à des économies d'échelle et cela permet d'avoir des coûts réduits. Pour un coût de certificat foncier, nous sommes autour de 150 000 francs CFA pour une parcelle de 15 hectares. Nous ramenons le coût des certificats fonciers à 10 fois moins que ce qui était pratiqué avant. Ces principaux résultats ont déjà fait l'objet de 2 ateliers. Une façon de passer la mer où elle passe et repasse, parce qu'un trésor est caché dans la délimitation des terroirs villageois. Ce trésor a pour nom la paix sociale.
Place maintenant à la validation de cette étude afin que ces nouveaux outils viennent porter un coup d'accélérateur à la délivrance des certificats de délimitation des terroirs villageois. Au terme des travaux, les participants à l'atelier se sont séparés avec la conviction du devoir accompli. Et la RTI qui couvre tous vos événements pose aussi des actions sociales. Une délégation de la RTI avec à sa tête le directeur général Amadou Bakayoko a visité l'orphelinat national des filles de Grand Bassam et ces jeunes filles pensionnaires de l'orphelinat ont reçu 1 million de francs CFA. C'est un don de la RTI, un geste salué par les responsables de cet orphelinat. On en sait plus avec notre reporter Salima Toudia. Sarah, 13 ans, est en classe de CM1 à l'orphelinat national des filles de Grand Bassam. Elle a été recueillie par l'Institut après avoir été repérée dans une famille pour qui elle travaillait comme fille de ménage à l'âge de 10 ans. Orpheline dès ses 5 ans, Sarah s'est retrouvée en plein milieu des ordures de la décharge d'Akwedo à la recherche de plastique. Victime d'infections pulmonaires et de maladies de la peau, elle reçoit une prise en charge médicale, psychosociale et affective de l'orphelinat. Comme elle, 180 jeunes filles orphelines âgées de 6 à 14 ans ont connu des situations d'extrême précarité, de violence et d'abus. Ce samedi, elles ont reçu 1 million de francs CFA de la RTI. Un don à la suite d'un jeu télévisé qui donnait la possibilité aux compétiteurs de faire gagner une entité de leur choix. On a voulu mettre en avant la solidarité, qui est un élément, je pense, important du vivre ensemble. Ce sont des populations fragiles, des jeunes filles qui sont orphelines pour la plupart, et il nous paraissait important de les accompagner. Donc on a mis en place cette émission dont l'ensemble des recettes commerciales a été reversé. On remercie toutes les personnalités du monde du sport et de la culture qui ont participé à l'émission de manière bénévole. Et l'ensemble des recettes ont été remises à ces 2 orphelinats. Donc on commence aujourd'hui par celui des jeunes filles de Grand Bassam. Et le président de la République l'a dit, le social doit être au cœur de l'action du gouvernement et donc forcément de toutes les structures sous tutelle. C'est un geste symbolique, mais nous pensons qu'en mettant en avant le travail formidable qui est fait, je tiens à féliciter encore une fois la directrice de l'Institut, des résultats scolaires très bons. Un geste qui a apporté joie et espoir aux jeunes pensionnaires. Comme une mère, je suis très heureuse du don fait ce jour par la RTI et j'ose croire que c'est une action qui va encore se répéter pour le bonheur de nos enfants. Le soutien de la RTI au programme social gouvernemental a été salué par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Dans le but d'accompagner certaines causes sociales, la Fondation RTI devrait bientôt voir le jour et mener des actions comme cette remise de ressources financières à l'orphelinat national des filles de Grand Bassam. Voilà des actions sociales saluées. Eux aussi, leur mérite a été salué, reconnu. Vous allez le voir, plus de 700 fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire viennent donc d'être distingués. Ils ont été décorés dans l'ordre du mérite de la fonction publique hier vendredi à l'ENA. Ces récipiendaires sont issus de toutes les administrations publiques ivoiriennes. Ils ont été distingués pour la qualité de leur travail par le ministre de la fonction publique, Issa Koulibaly. Le reportage des Grands. 743 fonctionnaires et agents de l'État issus des contingents des années 2016 et 2017 ont vu leurs efforts reconnus. Ils se sont distingués par leur travail et contribution active au service de l'administration publique. Parmi eux, 152 ont été faits commandeurs, 229 officiers et 362 chevaliers. Tous ont été élevés dans l'ordre du mérite de la fonction publique. C'est une fierté, une grande joie pour la reconnaissance de tous les efforts que nous menons. C'est une occasion pour nous de redoubler d'efforts pour mériter cette médaille que nous venons de recevoir. Je voudrais tout simplement dédier cette médaille à mon père qui nous a inculqué les valeurs du travail et du travail bien fait. Ensuite, la dédier à mon mari qui a entretenu cette valeur en moi. Et vraiment, merci. C'est un travail d'ensemble, c'est grâce à chacun et à chacune que nous sommes arrivés là. Vraiment dire merci et traduire toute la reconnaissance de nos collègues et collaborateurs qui ont été distingués aujourd'hui. C'est également un appel à relever d'autres challenges à venir, à redoubler d'efforts. Nous n'avons plus droit à l'erreur. Nous devons continuellement faire mieux pour que aujourd'hui la nation qui nous reconnaît, qui nous célèbre, puisse être fiers. Ces récipiendaires ont été décorés sur la base des critères d'ancienneté, de service, de probité et de discipline. Chers récipiendaires, votre mérite, votre loyauté et votre dévouement au service de l'administration publique
sont aujourd'hui reconnus et célébrés publiquement pour que vous soyez cités en exemple. Chers récipiendaires, vous avez acquis par votre travail le respect et l'admiration de vos collègues, de vos collaborateurs, ainsi que la confiance de vos supérieurs hiérarchiques. Votre décoration est le fruit d'un long processus. Vous devez continuer par votre comportement exemplaire à mériter de l'État de Côte d'Ivoire. Vous devez être des modèles pour les jeunes générations. Le ministre de la fonction publique invite l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire à viser l'excellence dans le service pour le bon fonctionnement de l'administration ivoirienne. Hors de la Côte d'Ivoire, les Gabonais ont un nouveau Premier ministre depuis ce samedi 12 janvier. Il s'agit de Julien Nkogé Bekale. Il occupait jusqu'alors les fonctions de ministre du Travail et de l'Emploi dans le gouvernement sortant. Âgé de 57 ans, Julien Nkogé Bekale avait déjà assumé les fonctions de ministre du Pétrole durant le premier septennat d'Ali Bongo avant d'être écarté. Il remplace Emmanuel Isosé Ngondé qui devient médiateur de la République au Gabon. Nous sommes samedi, place maintenant à la page culture. On commence avec la destruction d'une concession située au quartier France, zone commerciale de Grand Bassam, qui, je rappelle, est une ville historique classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et cette destruction a suscité la réaction du gouvernement. Pour s'imprégner donc de la situation, le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Mandaman, s'est rendu sur le terrain. Ouattara Amadou Walter. Grand Bassam, ville historique classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en juin 2012. Quartier, France, en ce lieu existait un bâtiment colonial jusqu'au mardi 8 janvier 2019. Le bâtiment a été rasé. Des arbres centenaires ont été abattus. À l'issue d'une réunion des familles, les membres de la famille ont décidé de se répartir l'espace qui leur appartient. Et donc, l'un de leurs parents, qui réside en Europe, est venu, muni de la décision de la famille, et il a requis des entrepreneurs pour faire table rase d'un bien du patrimoine mondial. Ça s'est passé de 5 h du matin à 10 h. À 10 h, il avait terminé la besogne. Le décor habituel de ce secteur appelé officiellement zone commerciale est ainsi brutalement modifié. C'est une perte pour le patrimoine culturel ivoirien et mondial. Le bâtiment qui vient d'être détruit, c'était un lieu d'échange culturel qui a été construit en 1910 et 1950. Lorsqu'on l'a coupé avec tout le paysager qui était là, vous voyez que ça devient vide. Et donc finalement, quelqu'un qui est venu à Bassam il y a quelque temps, s'il revient, il passe là, il ne se retrouve plus. Selon la loi numéro 87-806 du 28 juin 1987 portant protection du patrimoine culturel et naturel, aucun bâtiment sur le site classé ne doit subir de modification ni de destruction sans l'avis de l'autorité compétente. L'auteur de l'acte de destruction est tenu de reconstruire le bâtiment et replanter les mêmes espèces d'arbres à ses propres frais. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, affligé par ce qu'il a vu, attend que la justice fasse son travail. Depuis que le bien a été classé, nous avons procédé à des séances de sensibilisation. Donc si ils ont démarré à 5 h du matin, au moment où les personnes dorment, c'est parce que ça veut très bien que le bien est protégé. C'est un acte qui est passible de sanctions pénales et pécuniaires très fortes. Et c'est pour cela que la personne est mise aux arrêts. L'État de Côte d'Ivoire, dans son intégrité, a porté plainte pour destruction de biens appartenant au patrimoine national et au patrimoine mondial. Il y a des pays qui ont des dizaines de biens inscrits. Et cela leur apporte du tourisme économique, et cela apporte du développement. Avant de quitter Grand Bassam, le ministre a recommandé au comité local de surveillance et de protection du patrimoine culturel ivoirien et mondial de travailler pour renforcer la sensibilisation afin de garantir la sauvegarde de l'image de la ville historique de Grand Bassam, ville qui bénéficiera de 60 milliards de francs CFA pour des travaux de rénovation. Le Conseil ivoirien de la musique a initié une conférence sur la promotion de la musique lobby et les participants ont fait un tour d'horizon des artistes de la région capables de vendre la culture lobby. Le reportage de Serge Coléa.
Longtemps confiné dans sa zone originelle de Bouna, au nord-est de la Côte d'Ivoire, la culture Lobi aspire aujourd'hui à une place sur la scène musicale ivoirienne. Pour valoriser les rythmes et valeurs de ce peuple, le Conseil ivoirien de la musique, dirigé par le docteur Yensié, mise sur un artiste du terroir, Dadié. L'homme allie tradition et modernisme. L'œuvre de Dadié a été décortiquée par le docteur Yensié. Pour lui, elle instruit sur la société Lobi dans tous ses aspects. Depuis longtemps, la communauté Lobi a du mal à avoir des musiciens de renom. C'est maintenant que des jeunes ont commencé à émerger, parmi lesquels on tisse notre jeune Dadié, qui est pour le moment la figure de proue. C'est pour ça qu'il faut encourager les jeunes à aller dans la musique et à faire connaître nos rythmes. Vous demandez à un Ivoirien aujourd'hui d'exécuter des rythmes Lobi, ils ne peuvent pas. Cette conférence sur la musique Lobi a été l'occasion de présenter plusieurs talents musicaux de la région du Bunkani. C'est l'heure maintenant de l'entretien avec notre invité de la page culture et nous sommes en compagnie d'une des grandes figures de la musique ivoirienne. On vous retrouve Baïs Pinto. Oui. Alors, avant notre entretien, je vous propose ce reportage de Franck Quadio qui retrace vos 45 ans de carrière musicale. On va regarder et puis on en discute par la suite. Sa voix de stentor aura traversé le temps. Présenté comme atypique à ses débuts, Galier Baye Sylvestre, ou si vous voulez Baïs Pinto, 45 ans de vie artistique, tranche toujours dans le décor. La carrière débutée très jeune dans des groupes tels le One Plus. Il embrasse ensuite une carrière solo. En 1979, Taxi Sougnon, coup d'essai, coup de maître. Entre 80 et 92, des tubes successifs. Awane, Beizoko, Niamama entre autres, qui lui ouvrent les portes de la scène de l'Olympia en France. Une carrière pleine de péripéties, mais aussi de joie, l'artiste dit en retenir que le meilleur, du talent encore à revendre malgré le poids des années. Une technique de chant et une occupation scénique remarquable. On se souvient encore de la rivalité exacerbée par les médias avec le défunt Louga François. 45 années de carrière et une musique qui traverse les générations. Si sognons, mamoué. Se rassurer cependant, Baïs Pinto n'en a pas fini avec la musique. C'est selon lui sa sève nourricière. Voilà, Baïs Pinto, il s'en sort pas mal, hein? Alors, on vous appelle l'homme à la voix d'or, le rossignol, le vétéran de la musique ivoirienne, autant d'appellations pour vous désigner. Alors, dites-nous, comment avez-vous réussi à tisser ce lien avec les mélomanes? C'est parce que le travail de la base a été bien fait et je suis venu avec des produits de qualité, avec une production aussi de qualité, les producteurs qui ont fait les premiers albums, c'est des gens de qualité. D'ailleurs, il y a un qui est ambassadeur de Côte d'Ivoire au Maroc. Votre ami? Oui, et c'est quelqu'un qui est de qualité. Et comme ça, on a fait des produits de qualité et nous sommes venus présenter ces produits-là aux Ivoiriens qu'ils ont acceptés avec beaucoup de bonté, beaucoup de Donc vous mettez l'accent sur la qualité? Oui, c'est la qualité. C'est la qualité des produits qui font que les produits traversent le temps. C'est parce qu'on travaille bien la base est bien travaillée, les fondamentaux sont bien assis et on travaille comme ça. Et c'est ça qui fait que les gens continuent d'aimer du Bailly parce que je ne m'amuse pas quand je suis en studio, je fais le travail qu'il faut et je me mets à la place des gens qui vont écouter le travail qui va se faire. Je me mets un peu à leur place, je dis quand ils vont écouter, comment ils vont réagir. Et je travaille en fonction de ces thèmes-là. Et vous êtes musicien aussi? Oui. Vous ne faites pas que chanter? Non, je fais du piano, je joue un peu de tout, mais je suis plus axé au piano parce que avec le piano, j'arrive à sortir des œuvres de qualité, comme La Nommée,
Et vous allez chanter cela, je pense, vers la fin de ce journal. Alors, le titre Taxi Sougnon vous a révélé au monde, mais ce morceau a bien une histoire particulière, puisqu'il a été produit par l'un de vos amis à l'époque, qui était étudiant en France. Il est maintenant diplomate. Alors, racontez-nous cette histoire de Taxi Sougnon. Taxi Sougnon, bon, l'histoire de Taxi Sougnon, on peut la raconter en 2 secondes, mais je vais essayer de me faire. Taxi Sougnon, c'est le chauffeur du taxi à qui je demande de m'amener chez ma dulcinée. Et si je la vois, je vais avoir le cœur apaisé. C'est un peu, en gros, ce que j'ai dit dans Taxi Sougnon. Mais l'histoire de Taxi Sougnon, même pas le faire. Ça a été tout... Je suis allé en France et arrivé là-bas, j'ai rencontré mon producteur, il m'a dit, bon, tu viens en studio. Et en allant en studio, je me suis fait arrêter par la police parce que je n'avais pas les papiers. J'avais dépassé le temps qu'il fallait rester en France et on m'a bloqué alors que les amis étaient en studio, m'attendaient en studio. Et tout ça, c'était quelque chose mais finalement, sympathique. Votre audace va payer puisque finalement, cet album sera produit. Oui, et finalement, en arrivant en studio, j'ai chanté Taxi Sougnon, les amis étaient fatigués d'attendre dans le studio, j'arrive chez Taxi Sougnon. Taxi quoi? Taxi Sougnon. Alors je chante Taxi Sougnon, paix à son âme, Ngeza Santa, à qui je veux rendre hommage pendant cette émission. Et il a joué simplement comme ça, et c'est parti. Et voici Taxi Sougnon qui devient numéro 1 en Côte d'Ivoire. Et c'était en 1979. Faites-nous revivre cette chanson. Taxi Sougnon, nyamame, nyamame, manabe yaligwema. Taxi Sougnon, nyamame, nyamame, nabe yaligwema. Et toutes vos chansons Baïs Pinto ont une histoire, elles sont toutes inspirées d'un fait, d'une situation qui vous a marqué. Oui, des situations qui m'ont marqué. Et j'ai aussi inventé d'autres chansons, j'ai créé d'autres chansons. Et bon, c'est dans tout l'ensemble de ces choses-là qui font vraiment le Baïs Pinto. Boli Florence. Ça vous dit beaucoup. Ça me dit beaucoup. C'est mon épouse. C'est la chanson que j'ai dédiée à mon épouse. Je lui demandais si elle m'aimait, qu'elle me le dise. Parce que moi, je suis fatigué de tourner dans le quartier. Alors, bon, ça a été aussi un succès. On me le demande chaque fois quand je suis sur scène. Et au début, je disais, mais elle est mariée maintenant. On arrête de Boli Florence. Et elle est mariée à Baïs Pinto. Alors, quel souvenir, dites-nous, gardez-vous, c'est un face-à-face. On ne peut pas ne pas vous poser cette question. Quand Baïs Pinto est là, c'est face-à-face avec Louga François. Ce n'est pas face-à-face, c'est le grand frère qui est avec le petit frère. Et moi, j'apprenais là. Moi, je venais d'arriver de Paris, de France. J'avais 2 ans d'album. J'étais le numéro 1. Parce qu'on faisait le numéro 1 ici à l'époque. Et François était l'ancien numéro 1 qui voulait revenir. Donc, c'est un peu dans cet esprit. Mais on savait qu'il n'y avait pas de gagnant. Et vous avez vu le spectacle que j'ai fait. J'ai fait un spectacle assez simple. J'étais carré, moi, dans le spectacle. Et justement, c'est vous deux qui aviez remporté. Oui. Vous ne voulez pas qu'on parle de duel, mais plutôt de duo. De duo. Et on avait un grand sponsor, le président Fauboigny, tu vois. Quelqu'un qui était très bien, qui était bien avec nous. D'accord. Alors, tout petit, Baïs Pinto rêvait de devenir un artiste de renommée internationale. Durant votre carrière, vous avez glané des lauriers, des prix comme le Bélier d'or en 1979, un disque d'or en 1991 et le Koundé d'or en 2008. Mais pensez-vous avoir conquis la scène internationale après toutes ces années? La scène internationale, je l'ai conquis en partie. Il faut le reconnaître parce que je ne suis pas dans une structure qui produit des albums à l'échelon international. Je suis dans une structure typiquement africaine et qui voulait travailler pour l'Afrique. Et donc, j'ai travaillé pour l'Afrique. C'était votre ambition aussi? Non, ce n'est pas mon ambition. Moi, mon ambition, c'est le marché international. Et je rêve toujours du marché international. Plus que ça, parce que j'ai fait le marché... Si on veut parler de marché international, j'ai joué à l'Olympia, j'ai joué ici, j'ai joué avec les plus grands musiciens du monde. Et je ne peux pas me dire que je ne suis pas dans le marché international. Parce qu'on m'écoute. Il y a même des Asiatiques qui jouent mes chansons. Donc, je suis peut-être connu peut-être au Japon, quelque chose comme ça. Je veux dire, le marché international, c'est un peu relatif. Mais je sais que je peux
améliorer, je peux aller encore plus loin que ça. Il n'est jamais trop tard. Oui, je peux aller plus loin que ça. Alors, dernière question, vous aviez à un moment donné de votre carrière, tenté le rock bébé. Que pensez-vous de cette aventure qui n'a pas eu de soutien de la part des mélomanes? Je n'ai pas tenté, j'ai fait du rock. Parce que je suis un chanteur de rock, j'ai fait, mais pas du rock, du bébé. Il y a eu trop d'amalgame sur ma carrière. Je ne veux pas trop en parler. Mais on retient ce qui est bon, de toute façon. Et je voudrais, pour terminer, vraiment terminer, remercier le président de la République qui m'a donné ça. Ouais. Remercier le ministre Amadou Gon Coulibaly, qui a été le parrain de mon spectacle de 45 ans. Remercier quelques personnalités. Non, on n'a plus trop de temps. Remercier... Merci en tout cas à toutes ces personnalités qui vous ont soutenu et vous le méritez, Monsieur Baïs Pinto. En tout cas, merci d'avoir été notre invité de la page culture. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci. Et on ne pourrait pas terminer ce journal sans cette belle voix de Baïs Pinto. Vous l'avez compris, on va se dire au revoir, mais en chanson avec cet autre tube de Baïs Pinto. Merci de nous avoir suivis. À demain, 20h, et vive la musique ivoirienne. Merci Baïs Pinto. Merci à vous.